I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, and we'll change just one little bit. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus. Il est difficile de s'exprimer sur une telle expérience. D'un point de vue artistique, c'est un milieu où l'on ne peut pas mentir, où tout faux semblant, toute insincérité risque d'éclater au grand jour. Mais si l'on cherche une forme de vérité émotionnelle, ce genre de rencontre la nourrit. D'un point de vue personnel et humain, la rencontre en prison m'a fait réaliser que tout le monde devrait entrer dans un tel lieu une fois dans sa vie. Avant de prononcer de grands jugements, ou afin de mieux les prononcer, il est toujours préférable de savoir ce qu'il y a de l'autre côté des murs. Et ce que j'ai perçu de l'autre côté de ces murs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est ni de la dureté ni du cynisme, c'est une demande d'amour. C'est son absence qui conduit là-bas. Le plus étonnant, c'est que la plupart de ces hommes et femmes en sont conscients et l'expriment. Voilà ce que j'ai à en dire. Je ne veux pas mettre trop de mots sur une expérience qui, après tout, se vit. Et ben nous, on va essayer d'en mettre des mots. Quelle était la plus grande peur avant d'y entrer ? Il faut peut-être juste expliquer que moi, nous sommes allés ensemble dans un quartier de femmes. Ça y est, je fais une attaque soudaine de tachycardie, je n'étais pas prévenue, il parlait de ça, c'est vrai que ça remue en fait plus profond, donc c'est peut-être moi qui vais pleurer à ta place ce soir. Prison, maison d'arrêt de Strasbourg, quartier de femmes, elles sont une trentaine, au milieu de 800 mecs, alors normalement il n'y a que 400 places pour accueillir les hommes. On arrive, ma première peur, ma plus grande peur, c'était je crois de ne pas être juste, de mettre trop d'intention, de vouloir trop faire oublier les barreaux qui nous entouraient, les poussettes dans le fond, la jeunesse de ces femmes qui avaient l'air de sortir d'une classe de terminale. Ma plus grande peur, c'était de tricher avec moi-même et donc de ne pas être à la hauteur aussi de la confiance qui m'était donnée. J'aurais tendance à répéter un peu la même chose. Je pense que moi, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était la peur de l'indécence. Je venais de l'extérieur avec ma vie plutôt pas mal, plutôt chouette, sans trop de soucis. Et c'est l'introduction, je ne savais pas comment est-ce que... Et d'ailleurs, mon introduction, je ne sais plus si elle a été maladroite, mais je filmais à l'époque, et je sais qu'à un moment j'ai fait une microscope avec les prisonniers. Et il y a eu un moment de petite tension avec l'un d'eux qui avait mal compris quelque chose que j'avais dit. Et moi, ça m'a complètement désarçonné. Alors ça, je m'en suis rendu compte avant la post-clope, mais la post-clope a été l'occasion de remettre tout ça en ordre. Mais ça m'a complètement désarçonné parce que moi, je venais là en leur expliquant que je n'étais pas juge, je ne savais pas pourquoi ils étaient là et que je m'en foutais, que ce n'était pas mon problème, qu'on était là pour faire autre chose. Il y en a un des deux qui m'a regardé comme... qui m'a dit, mais non, en fait, on n'est pas là pour rien, et vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc, c'est ça, cet équilibre à trouver entre la facilité du rapport qu'on devait établir et la complexité de la relation qui était complètement inégale, c'est ça qui était compliqué. Moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai exercé pendant des années un métier qui fait qu'on va de temps en temps en prison. Donc j'ai eu l'expérience de la prison, pas comme les prisonniers que j'ai rencontrés, mais enfin qui a été... Et si tu me permets de remonter rapidement un tout petit peu plus loin, et pour revenir à la boîte à questions, parce que ça m'a fait penser quand la boîte à questions tournait, quand j'avais 20 ans, j'ai monté une expédition pour faire un premier contact avec une tribu indienne en Amazonie. On était 3 et on est parti 8 mois en forêt, et c'est l'époque où il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, ni GPS, donc on a amené chacun 2 livres pour 8 mois. Moi j'ai amené, ne me demandez pas pourquoi, sans doute parce que les textes sont courts, l'anthologie de la poésie de Georges Pompidou et SAS à Boboudin. Et on a malheureusement fait un naufrage au bout du 3e mois. On a sauvé ce qu'on a pu sauver et j'ai sauvé SAS à Boboudin.
c'est le livre que j'ai pu récupérer. Et il se trouve qu'à la fin de cette expédition pour laquelle nous n'avions aucune autorisation, nous avons tous fini en prison en Colombie, un peu plus de 3 semaines, et que les geôles colombiennes étant humides, surpeuplées et pas très agréables, je reviens à la boîte à questions, c'est sans doute le livre que j'ai le plus lu, parce que j'ai dû relire SAS à Bogota. Ce qui est formidable dans SAS, j'en prends toujours un quand je suis en reportage, parce que on est en général dans des conditions difficiles, et Malcolline, j'ai toujours bien habillé, il y a de la vodka fraîche, il y a beaucoup de jeunes filles, enfin bref. Littéralement, ça vous permet de vous évader de prison. Et quand tu m'as proposé de retourner en prison, alors que je n'y avais pas été depuis de nombreuses années, c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y a des librairies, il y a des bibliothèques dans les prisons françaises, et que des auteurs, aujourd'hui, rencontrent les prisonniers. Et quand on sait déjà ce que c'est qu'une peine de 3 semaines, quand on a affaire à des gens qui ont 15, 20 ans, enfin, quand on va en prison, on ne sait pas, on sait que si c'est une prison d'arrêt, on connaît à peu près la limite des peines. Voilà, c'est ça qui m'a... Pour moi, c'est quelque chose que je vis sans doute différemment des autres auteurs, parce que j'ai l'impression de rendre ce que j'ai vécu personnellement, quoi. Alors la prison pour moi ce sont des Noëls silencieux. Dans prison il y a prix et il y a son. Donc des Noëls silencieux, les silences de mon père. Dans prison il y a l'espoir de comprendre quelque chose, de comprendre pourquoi. C'est toi qui m'envoies au Rwanda pour ce documentaire que tu avais produit et que tu avais chefisé. Tu n'es pas censé aller en prison. Et on s'est retrouvés en prison. La prison dans laquelle il y avait tous les génocidaires qui étaient enfermés. C'est une prison sans barreaux, sans porte. Ils étaient venus à l'intérieur qu'à l'extérieur. La prison, c'est une invitation à m'exprimer avec le prix du son, le prix d'une voix, le prix d'un mot, et des mots qui ne viennent pas. D'une parole qui est à côté, d'un échange qui est tellement prenant et émouvant pour moi que je ne comprends pas ce qui se passe. Et je n'ai pas compris ce qui se passait. Et la prison, c'est tout ce que j'aurais voulu raconter à mon père, qui a fait des séjours quand j'ai écrit mon premier livre et qui était dédié pour tout ce qu'il n'a pas dit. Il est mort d'un cancer de la gorge, il est mort, il ne pouvait plus parler. Et dans prison, il y a un prix, le son. Et c'est toujours cette idée-là de comprendre pourquoi et des mots qui ne viennent pas. Ce qui vous a le plus surpris pendant ces rencontres-là, cette ou ces rencontres? Non, il n'y a pas d'ordre. Ah non, mais pas du tout. Alors j'avais juste dans l'esprit d'être la plus ouverte possible en arrivant, peut-être justement pour accueillir cette surprise-là. La première chose, je crois, moi, c'est le bruit. Même si c'est quelque chose, évidemment, qu'on pouvait anticiper. On a tous vu des séries télé qui se passent dans le milieu carcéral, des films. Mais quand on entre, le bruit des portes, le bruit qui vraiment, mais je sais pas, vous glace, enfin moi m'a glacé. Le bruit lointain peut-être aussi, des trousseaux de clés, enfin, c'est vraiment un univers sonore très particulier. Alors c'est finalement assez proche de ce que tu dis, c'est parce qu'il y a du silence aussi, qu'il y a ce bruit-là qui est d'autant plus envahissant et marquant. L'autre chose, bien sûr, ça a été pour moi la jeunesse de ces femmes. Alors toutes n'étaient pas des gamines, mais enfin il y en avait quand même un paquet qui avait 19 ans, 20 ans. Et dans ces moments-là, c'est la certitude que elle, c'était moi, et qu'il y avait ça qui nous séparait, et encore. Que j'aurais pu être à leur place, que Charlotte aurait pu être à leur place, et qu'elles auraient pu être à la nôtre et échanger avec nous en étant de l'autre côté, celle qui allait ressortir peu de temps après. Donc c'est ce moment, en fait, où on arrive à vivre l'idée du transfert, sans aucun jugement. Ça, c'est peut-être aussi ce qui m'a surprise d'ailleurs, le fait que pas une seule fois,
tu le disais d'ailleurs aussi Gilles, je n'étais dans une position morale ou moralisatrice, jamais. Il y a eu même des éclats de rire, hein. Il y avait quelque chose qui était très spontané, qui était très naturel, mais qui quand même, lorsqu'on sort, nous, dépose quelque chose, ne nous laisse pas tranquilles, on pourrait reprendre cette formule très belle, nous agite. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le sentiment qu'on ne pouvait pas rester à une simple rencontre unique. Que ça pouvait faire un peu, je vais le dire avec des mots peut-être brutaux, mais la visite au zoo. Et qu'on ne pouvait pas se contenter d'une visite au zoo. Qu'il y avait un chemin qui était en train de se tracer, que ce chemin allait nous obliger à nous engager, tout simplement. Donc, y retourner l'an prochain, par exemple. Mettre en place d'autres types d'accompagnement, des envois de livres. Alors pour les femmes en plus, il y a vraiment quelque chose de très très spécifique puisqu'elles sont minoritaires et elles sont parfois balayées par la masse entre guillemets des hommes avec les rondes, le fait qu'elles aient moins accès à la bibliothèque centrale par exemple que les hommes, etc. Et qu'il y a quelque chose à faire surtout pour réussir la sortie parce que la maison d'arrêt de Strasbourg, je ne me souviens plus, mais c'était plus de 50% de taux de récidive. Donc on se dit bien qu'il y a un échec de la société dans ce mode de fonctionnement. Donc vraiment, voilà, moi ça m'a mise en mouvement et c'est assez fort finalement de se dire que elles qui sont enfermées, eux qui sont enfermés, moi ça m'a porté vers l'envie d'ouvrir un petit peu et de faire bouger les choses. Alors moi ce qui m'a surpris c'est au cours de je ne sais plus combien de temps ça durait, 3 heures, 4 heures, il y avait la moitié du temps on dialoguait autour d'un livre, d'un de nos livres, et l'autre moitié du temps était consacré à un petit atelier d'écriture. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est, pour reprendre un petit peu les mots de Victor Gestin, c'est le côté artisanal, c'est de fournir une pâte. Et donc, quand je vais dans des lycées, plus dans des lycées un peu compliqués, je demande aux élèves, quand je leur faire un atelier d'écriture, de choisir des mots. Et à partir de là, on part sur une liste de mots, tout le monde a la même pâte, et à partir de cette pâte-là, chacun va créer une petite histoire, va écrire une page, une lettre, enfin, peu importe la forme, mais l'idée c'est qu'on parte tous de la même matière pour écrire une petite œuvre. Et dans les lycées, c'est souvent assez amusant parce qu'il y en a toujours un qui sort clamolette, saucisson, enfin un mot un peu rigolo, enfin, si on trouve les mots clamolette et saucisson rigolo. Ce qui peut être mon cas. Maintenant, maintenant on les connaît, les clamolettes et les saucissons, ça fait... Enfin, c'est pas... Et dans la prison, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et j'avais pas anticipé, c'est qu'il n'y avait pas un mot qui était neutre. C'était liberté, famille, enfant, amour, femme. Et il y avait tous les mots étaient chargés de sens et de désespoir et de défaite en fait. Et c'est pour ça que pour la première fois, tous les textes se sont un petit peu ressemblés, ou en tout cas ils allaient dans le même sens, et qui était un sens, c'était assez proche de l'autoflagellation et de la culpabilité. Et ce qui était moins rigolo que ce que je pensais. Moi, ce qui me surprend toujours le plus, c'est d'abord finalement... comme vous rentrez dans leur univers qui est clos, ils vous considèrent comme le temps de la discussion enfermé avec eux, pour le coup, et donc ça, je trouve que ça efface la barrière de la liberté de la détention. On discute assez librement. Et sur les ateliers d'écriture, bon, ça va de celui qui ne sait pas écrire à celui qui sans doute j'ai croisé un vieux monsieur qui avait écrit quelque chose d'assez formidable. Il m'a dit, vous savez, j'ai pas de mérite, j'ai été 26 ans dans la presse locale. Bon, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais... Et entre eux, alors que c'est très dur dans le milieu carcéral et que personne ne se fait de cadeaux, quand ce vieux monsieur a lu son poème, il l'a lu en premier. Enfin, quand je l'ai fait travailler sur... je leur avais lu la première phrase, qu'il est dur, le bruit de l'œuf dur sur le comptoir, et qu'est-ce qui est dur, et quels sont les bruits qui sont durs pour vous. Bon, c'était parti sur, bien sûr, les portes, les rires des enfants qu'on a oubliés. Et très vite, des jeunes gamins qui, eux, savaient à peine écrire, n'osaient pas lire leurs textes. En disant, non, moi je lis pas. Et alors que, d'habitude, quand il n'y a pas les littératures, quand il n'y a pas d'auteur,
c'est plutôt un univers très dur où personne ne fait attention à l'autre. Là, c'était les autres détenus qui disaient mais si, vas-y, lis, si, on y tient. Et donc il était rassuré, il lisait, et en fin de compte, pendant cet espace de 2-3 heures, il y avait je sentais un autre rapport qui s'instaurait entre eux, et on sentait que bon, ils voulaient le faire durer le plus longtemps possible. Et sinon, l'histoire la plus extraordinaire qui soit arrivée, c'est qu'à un moment donné, j'étais venu pour les échouer, et donc il y avait un jeune garçon qui parlait pas du tout, qui était sans doute d'origine tunisienne ou d'origine marocaine. Et à la fin, alors que tout était terminé, il lève le doigt et dit: je voulais vous dire, monsieur Manoukian, j'ai trouvé que c'était bien votre roman Les Échoués parce que c'était pas dramatique, vous n'exagérez rien, et bon, tout le monde m'a dit que ce livre était traumatisant. Et je dis: bon, mais je peux me permettre de vous demander si vous êtes échoué vous-même, vous êtes migrant vous-même. Elle dit: non, moi j'étais passeur. Et tout d'un coup, une discussion est partie, parce qu'en fin de compte, il avait une expérience, quoi. Il partageait, et même aux yeux des autres. Alors il a rajouté: je ne faisais pas payer les enfants pour essayer de se dédouaner. Donc il y a des discussions comme ça, assez surréalistes. Parce que moi, c'est souvent sur les migrants, et souvent sur l'islam aussi. Et je ne vous raconte pas les discussions qu'on peut avoir sur l'islam dans les prisons. Là, j'y étais la semaine dernière encore. Voilà, donc je trouve ça assez... moi, j'ai rien vu de plus fort, quoi, que cette rencontre-là. Alors, en prison, le souvenir fort. Le souvenir fort, le souvenir fort, c'est toi. Le souvenir fort, c'est vous. Le souvenir fort, c'est l'évidence. Dans une prison, en prison d'arrêt du Mans, il n'y a que les hommes, prisonniers. Mais les seules personnes qui vont les visiter sont les femmes, les visiteuses de prison. Les visiteuses de prison, c'est ça, les visiteuses. Il n'y a que des femmes. Dans notre souvenir fort, que des femmes. Allez, on va faire pas la petite question dans la boîte, mais si vous devez... Alors, mais c'est pas hyper facile non plus. Voilà, si de cette expérience-là ne devait rester qu'un mot, un seul. Super, le mec. Soit je joue le jeu et je donne vraiment un mot, soit je fais un petit peu comme notre concert tout à l'heure en disant que choisir, définir, c'est enfermer et que j'ai pas envie d'enfermer des gens qui le sont déjà. Je vais essayer de jouer le jeu. Rencontre. Moi, j'ai un petit peu envie de rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est... Et ce qui... Un des problèmes qu'on trouve souvent, justement, quand on va dans des lycées difficiles, c'est justement l'absence des mots. C'est qu'on est confronté à des gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas eu le bon vocabulaire, qui ne savent pas bien faire des phrases, qui n'ont pas la bonne grammaire, qui sont complexés par ça et qui se prennent une porte dans la gueule à chaque fois qu'ils doivent... Enfin, c'est en prison, oui, c'est le cas de le dire, mais à chaque fois qu'ils doivent prononcer une phrase correctement. Donc ça serait plutôt... Enfin, c'est un peu une pirouette, mais ça serait l'absence de mots, l'absence du bon mot, justement, qui m'impressionne toujours. Pas qui m'impressionne, mais qui me touche à chaque fois dans ce genre de situation. Moi, c'est pas le bon mot, je ne le trouve pas, mais ce serait la tolérance, parce que on entend souvent des gens, et on comprend, c'est souvent des victimes, c'est souvent des parents de victimes, dire il n'a pris que 10 ans. Et quand on passe 3 heures en prison, on sait ce que ça veut dire 10 ans. C'est-à-dire que même si ça peut sembler une peine légère par rapport au crime, mais 10 ans, c'est interminable. C'est-à-dire que... Et donc voilà, ces séjours en prison, ça vous fait comprendre que la privation de liberté, c'est ça la peine. C'est assez après l'ouverture à la culture, l'ouverture aux gens. Et vous voyez bien que dans leur regard, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents, parce qu'à un moment donné, ils vont retrouver le monde, et qu'il y a tout un travail qui doit être fait pendant ces très 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 longues années quand même si certains estiment que les peines sont petites.
Alors moi je reste dans mon obsession hugolienne. Et Gabriel, tu me diras si je me trompe, mais c'est prison. Victor Hugo disait arrêtez de construire des prisons, construisez des écoles. Voilà. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous ai pas surpris, je suis désolée. C'était pour garder ce côté, je crois, d'émotion qui traverse ces rencontres-là. Je vous invite à aller aussi sur le blog des 68, il y a des textes, notamment de Pierre Théobald. J'avais prévu d'en lire un, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc vous irez lire. Je vais juste lire Odile d'Outremoncy devait être là, et puis Bruxelles, c'était compliqué. Donc elle a fait aussi une petite bafouille sur son expérience en prison. Je vous la lis, et puis après on rouvre les portes derrière, on rouvre les bouteilles et tout ça. Ouais. En prison, j'y suis allée à la fois pleine de curiosité et d'appréhension. Comment donc se positionner en tant que femme, écrivaine, être humain, libre de ses mouvements, face à ces hommes condamnés, potentiellement dangereux et isolés de la société? Comment leur parler d'une histoire qu'ils n'avaient pas forcément lue? Comment capter leur intérêt sur un travail d'écriture alors que certains d'entre eux ont à peine fréquenté l'école? Comment aborder le sujet de la littérature si prétentieux à bien des égards? Comment sembler crédible à leur raconter l'histoire d'une histoire alors même que leur vie est un drame bien réel? En les quittant, 3 heures plus tard, j'ai eu l'impression d'avoir vécu l'une des expériences les plus riches de ma vie. C'est fou ce que l'écriture a de ressources. Je le savais, mais j'ignorais à quel point elle pouvait rendre fière. Et je ne pense pas à moi en écrivant cela. Je pense à cette vingtaine de condamnés qui ont passé de longues minutes à tenter d'écrire, à leur tour, un peu de leur vie pour la lire ensuite à haute voix devant tous. Et ce fut un moment rare et précieux. Ce que j'ai emporté en les quittant n'a pas de prix. Merci. Driving can be a distraction.